Le soleil se levait à peine sur la ville de Yaoundé, laissant filtrer une lumière pâle à travers les rideaux usés de la petite chambre que partageait Nina avec sa cousine. Le chant des coqs se mêlait au klaxon des taxis, et la poussière rouge des rues commençait déjà à se soulever sous les pas pressés des premiers travailleurs. Nina, 26 ans, ouvrit les yeux sans sourire. Comme chaque matin, elle se leva sans bruit, enfilant rapidement son pagne et une blouse délavée. Elle jeta un regard vers Zara, sa cousine de 9 ans qui dormait encore profondément. Puis, en silence, elle sortit préparer les beignets qu'elle allait vendre au carrefour dès 6 heures. Cela faisait maintenant 11 ans qu'elle vivait chez tante Clarisse, la sœur de sa mère. Ses parents étaient morts dans un accident de voiture alors qu'elle n'avait que 15 ans. Depuis ce jour, sa vie avait basculé. Fini l'insouciance, fini le rêve de devenir styliste. Elle avait appris à se contenter du nécessaire, un toit, de quoi manger, et un peu de paix. Mais au fond d'elle, un vide profond l'habitait. Un vide qu'aucune prière, aucune chanson à l'église, aucun sourire d'enfant n'avait jamais comblé. Et pour cause. Nina cachait un secret que personne ne soupçonnait, un événement qui avait brisé quelque chose en elle. 2 ans plus tôt, alors qu'elle venait d'avoir 24 ans, quelque chose d'horrible s'était produit dans cette maison même. C'était une nuit d'orage. Le genre de nuit où la pluie semble vouloir noyer la ville. Nina venait de rentrer d'un service de repassage chez un voisin. Tout le monde dormait déjà, sauf lui. Oncle Dieudonné, un homme respecté dans le quartier, membre du conseil paroissial, commerçant influent, toujours prêt à aider. Il était l'ami de la famille depuis des années. C'était lui qui avait aidé Clarisse à financer les soins de Zara. Il entrait et sortait de la maison comme il voulait. Et cette nuit-là, il était là. Il l'avait appelée dans la cuisine, prétextant vouloir lui parler. Mais ce qu'il fit ensuite, Nina ne put jamais l'oublier. Ni le bruit de la pluie battante qui couvrait ses pleurs, ni le silence de cette maison où personne ne vint à son secours. Le lendemain matin, elle se leva comme si de rien n'était. Elle tenta de parler. Une fois. Clarisse lui avait répondu sèchement. « Ne commence pas à salir les gens qui t'aident, Nina. Ce n'est pas parce que tu vis ici que tu peux dire n'importe quoi. » Depuis ce jour, elle s'était tue. Elle avait enfermé sa douleur, enterré ses cris et appris à survivre. Mais au fond de son cœur, elle savait qu'elle ne pardonnerait jamais, et qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, la vérité sortirait. 1 an passa, et c'est dans ce contexte lourd que Yann entra dans sa vie. Elle le rencontra un jeudi matin. Il portait un vieux t-shirt noir et un pantalon cargo un peu poussiéreux. Il était passé acheter du maïs pour sa mère, mais s'était arrêté devant son stand de beignets. « Bonjour, vous avez l'air fatigué. Vous commencez tôt, hein ?»« Comme tout le monde ici, » répondit-elle, un peu froide. Mais il s'était pas vexé. Il avait acheté 3 beignets, payés en souriant, et était reparti. Le lendemain, il revint. Puis encore. Chaque fois, il restait un peu plus longtemps. Il posait des questions simples, sur ses beignets, sur la pluie, sur la vie ici. Il ne cherchait pas à l'impressionner, et c'est ce qui troubla Nina. Elle avait toujours appris à se méfier des hommes, à ne pas sourire trop fort, ne pas parler trop longtemps, mais Yann était différent. Il écoutait. Il respectait ses silences. Après 2 semaines, il lui proposa de l'aider à porter ses seaux de pâte. Elle accepta. Un soir, il lui offrit un petit cahier à spirale. « Je sais que tu aimes dessiner. J'ai vu les croquis que tu faisais sur le coin de ta table. » Nina resta figée. Personne ne l'avait jamais regardée d'aussi près. Petit à petit, elle se surprit à rire, à l'attendre, à espérer. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que Yann était le neveu de Dieudonné, le fils de sa sœur. Et que ce lien invisible entre eux allait bientôt faire exploser tout ce qu'elle essayait de reconstruire. Nina croyait avoir enterré son passé. Elle croyait que le silence suffirait à effacer la douleur. Qu'en se noyant dans le travail, dans l'oubli, dans les sourires forcés, elle finirait par redevenir elle-même. Mais parfois, le destin prend un malin plaisir à rouvrir les blessures qu'on pensait guéries. Et ce destin portait un nom. Yann. Chaque jour, il revenait vers elle, avec sa voix douce, son sourire sincère, ses questions légères mais qui grattent doucement les coins sombres de l'âme. « Tu n'as jamais voulu voyager un jour ? Voir autre chose. » « Je ne suis pas faite pour les grandes choses, Yann. » Mais lui,
Il ne croyait pas à cette phrase. Il voyait en Nina une lumière éteinte, mais prête à briller à nouveau. Il voulait comprendre, il voulait l'aider. Et surtout, il voulait l'aimer. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en s'approchant d'elle, il marchait droit sur une bombe à retardement. Un soir, alors qu'ils marchaient ensemble après sa journée de travail, Nina l'invita à s'asseoir sur un vieux banc en bois, juste à côté de la petite église abandonnée du quartier. Un endroit qu'elle aimait bien, calme, isolé, plein de souvenirs. Elle était silencieuse, un silence lourd, épais. Yann sentait que quelque chose allait sortir, et soudain, sans qu'il ne comprenne pourquoi, elle lui demanda « Dis-moi, tu vis avec qui ici ?»« Avec mon oncle. C'est lui qui m'a recueilli après le départ de ma mère. Il est bien placé, respecté. Il m'a beaucoup aidé. C'est un homme bien. » Elle tourna lentement la tête vers lui. « Comment s'appelle ton oncle ?»« Dieudonné. Dieudonné Nsom. Tu dois sûrement le connaître, tout le monde le connaît ici. » Le visage de Nina se figea. Une expression étrange, de panique, de douleur, de dégoût. « Nina ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle se leva brutalement, les mains tremblantes. « Je dois rentrer. Il est tard. »« Attends. Qu'est-ce que j'ai dit ?» Mais elle partait déjà. Elle marchait vite, comme si elle fuyait un danger, comme si elle voulait que la nuit l'avale pour ne plus jamais reparler. Yann resta seul, confus. Mais il savait. Il savait que ce n'était pas une simple coïncidence. Il savait que quelque chose s'était brisé. Et il allait découvrir quoi. Le lendemain, Nina ne vint pas vendre ses beignets, ni le jour d'après, ni celui encore après. Yann, inquiet, finit par se rendre directement chez la tante, chez qui elle logeait. Clarisse, une femme sèche, autoritaire, le reçut sans chaleur. « Nina n'est pas là. Et même si elle y était, je doute qu'elle ait encore besoin de toi. Ce genre de fille, tu sais, elles aiment faire les victimes. » Yann fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» Clarisse eut un rire amer. « Elle t'a sûrement raconté ses salades, hein ? Une vieille histoire, comme quoi quelqu'un lui aurait fait du mal. Qu'elle a souffert, tout ça. Elle joue sur la pitié. Moi-même, je n'y ai jamais cru. Elle a voulu salir un homme respectable, un homme qui l'aidait. » Yann sentit son cœur se serrer. Il comprenait enfin. Nina avait déjà essayé de parler, mais personne ne l'avait écouté. Il partit sans dire un mot, le regard noir, les poings fermés. Quand il retrouva enfin Nina, elle était assise seule dans un petit parc à l'écart du quartier. Elle avait maigri. Son regard semblait vide. Mais quand elle le vit, une lueur s'alluma dans ses yeux. « Pourquoi tu es venue ? Tu sais tout maintenant. »« Je ne sais rien, Nina. J'ai besoin que tu me dises. Tout. » Elle hésita. Longtemps. Puis dans un souffle, « Il y a 2 ans, ton oncle m'a agressé. Un silence, profond, violent. Il venait souvent ici pour acheter des beignets, il me faisait des compliments, des promesses. Un jour, il m'a proposé un travail de ménage chez lui. J'y suis allée. Et ce jour-là, il m'a piégée. » La voix de Nina se brisait à chaque mot. Yann serrait les dents. Il ne voulait pas y croire. Mais tout en elle criait la vérité. J'ai crié, j'ai pleuré. Mais après, j'ai eu honte. Peur. Et quand j'ai voulu en parler à Clarisse, elle m'a accusée d'avoir séduit ton oncle. Elle m'a traitée de menteuse, de sorcière. Elle fondit en larmes. J'ai tout gardé pour moi, pendant 2 ans, jusqu'à toi. Tu es le seul à m'avoir regardé comme une personne. Yann ne dit rien. Il s'approcha, la prit doucement dans ses bras, et à ce moment-là, il fit un choix. Il allait l'aider, même si cela signifiait perdre sa famille. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que le silence de Dieudonné cachait plus qu'un simple crime. Il couvrait des années d'abus, de manipulation, de peur. Et désormais, une vérité allait devoir exploser. Yann ne dormait plus. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le visage de Nina en larmes. Il entendait sa voix tremblante, ses mots chargés de douleur. Et au fond de lui, une rage sourde commençait à grandir. Il devait faire quelque chose. Il devait agir. Mais comment ? Qui croirait un orphelin contre un homme comme Dieudonné ? Un homme respecté, influent, intouchable. Yann savait que s'il se lançait, il allait perdre bien plus qu'un toit. Il allait perdre sa famille, ses repères, sa sécurité. Pourtant, il n'avait plus le choix. Le silence n'était plus une option. Il commença à parler, d'abord à quelques amis proches. Il leur raconta ce que Nina avait vécu. Certains étaient choqués, d'autres refusaient d'y croire. Dieudonné, non, jamais, ce n'est pas possible. Il a aidé tellement de jeunes.
Il est dans toutes les réunions de quartier, il donne à l'église. » Mais plus Yann insistait, plus les langues commençaient à se délier. Et un jour, dans un café du quartier, un homme l'approcha discrètement. « Tu parles de ton oncle, hein? Le monsieur bien habillé avec les lunettes carrées? »« Oui. Tu le connais ?» L'homme jeta un regard autour de lui, comme s'il craignait d'être entendu. Puis il dit à voix basse : « Ma cousine travaillait chez lui. Ménage, cuisine. Elle a quitté la ville il y a 1 an. Traumatisée. Elle a dit qu'il l'avait touchée. Plusieurs fois. Elle a voulu porter plainte. Mais la police a étouffé l'affaire. Il a des relations. » Yann sentit un frisson parcourir son échine. Ce qu'il craignait était vrai. Nina n'était pas la seule victime. Pendant ce temps, Dieudonné sentait la pression monter. Il voyait les regards changer, les murmures dans le quartier. Il savait que Yann avait parlé, et il était furieux. Il décida alors d'agir en premier. Il convoqua une réunion familiale, rassembla quelques anciens du quartier, et dans un discours théâtral, il déclara : « Mon propre neveu cherche à me salir. Il est tombé amoureux d'une fille instable, manipulatrice, et maintenant, il veut détruire ma réputation pour lui plaire. Cette fille, Nina, a des antécédents. Ce n'est pas la première fois qu'elle invente ce genre de choses. Moi, je suis un homme de principe. Toute ma vie, je me suis battu pour les jeunes. Et voilà comment on me remercie. » Il versa même quelques larmes devant les anciens. Et comme toujours, certains le crurent. Nina, de son côté, voyait les gens changer de trottoir lorsqu'elle passait. Les regards pleins de jugement, les moqueries à peine voilées. Une après-midi, alors qu'elle sortait du marché, une femme la bouscula et lui lança : « T'as vu ce que t'as fait ? Tu veux briser une famille parce que t'as pas eu ce que tu voulais. Espèce de sorcière !» Nina s'effondra ce soir-là. Elle ne voulait plus se battre. Elle voulait disparaître. Mais Yann ne la laissa pas faire. Il alla frapper à la porte d'un journaliste local. Un homme intègre, un peu marginal, mais passionné de justice. « Si je vous apporte des témoignages, des preuves, vous publierez l'histoire ?» Le journaliste, intrigué, répondit : « Tu me donnes des faits, pas des rumeurs, et je publierai ce que personne n'a jamais osé écrire. » Yann se mit alors à chercher, creuser, appeler, noter. Il retrouva l'ancien employé mentionné par l'homme au café. Il enregistra son témoignage. Il fouilla les archives, retrouva des plaintes classées sans suite, des dossiers étouffés. Et 2 semaines plus tard, l'article sortit. Derrière le masque, le vrai visage de Dieudonné Nsom. Tout le quartier en parlait. Certains n'y croyaient toujours pas. D'autres, en silence, hochaient la tête. Et certains prenaient enfin la parole. 3 autres jeunes femmes témoignèrent anonymement dans les jours suivants. Des histoires similaires, le même mode opératoire. Le même silence. La même peur. Dieudonné, acculé, convoqua ses avocats. Il cria à la diffamation, menaça de procès. Mais cette fois, les choses avaient changé. Le chef du quartier demanda une réunion. L'église annonça qu'elle suspendait toute collaboration avec lui, la police, face au tollé médiatique, dut couvrir une enquête formelle. Mais au cœur de ce tumulte, Nina, elle, restait fragile. Elle n'avait jamais voulu tout ça. Elle voulait juste être crue. Être entendue. Être libre. Et alors qu'elle marchait dans le jardin de la petite maison où Yann l'avait installée, elle leva les yeux vers le ciel, les larmes coulant sur ses joues. « Maman, j'ai enfin parlé. » Et dans le silence, pour la première fois depuis 2 ans, elle ressentit une paix étrange. L'orage n'était pas encore passé, mais elle avait cessé de fuir. Et Yann, en la voyant ainsi, sut qu'il avait fait le bon choix. Mais le combat ne faisait que commencer. Dieudonné avait des alliés puissants, et il était prêt à tout pour faire tomber ceux qui osaient lui tenir tête.